Je vais me présenter, donc Agnès Imbert, j'ai un stand ici I23. Ça fait des années que je fais le salon de la médecine douce, un peu plus de 8 ans. Et donc je suis thérapeute spécialisée en thérapie brève. Donc je mets principalement les personnes en état modifié de conscience, puisqu'on va directement droit au but, on parle à l'inconscient. Donc je pratique l'hypnose, l'EFT, les mouvements oculaires, donc qu'on appelle aussi EMDR, les constellations familiales dont je vais vous parler, c'est-à-dire qu'effectivement qui est une pratique qui permet de libérer le transgénérationnel, et en même temps je fais de l'énergétique, les lectures des annales akashiques, de l'hypnose, donc de régression dans les vies antérieures et dans l'entre-deux-vies. C'est à 6 ans je vais être médecin en fait, à 15 ans je me voyais conférencière, à 17 ans je savais que j'avais le don de soigner par les mains, et à 18 ans je lisais déjà des bouquins développement personnel et ésotérique et spirituel, et à 20 ans j'ai dit à mon père que je voulais être psychothérapeute ou psychanalyste, et mon père m'a regardée en me disant mais ma fille, ceux qui vont là-dedans c'est qu'ils ont un problème. J'étais en deuxième crise d'adolescence. Donc vous comprenez bien qu'à entendre ça de mon père, eh bien, je me suis rétractée et j'ai fait ce que mes parents m'ont demandé de faire au niveau de mes études. Donc je vais en parler, j'ai fait du droit, comme ma sœur, mon aînée, de 5 ans de plus, elle a réussi, moi pas du tout. Et donc après, j'ai choisi une autre branche et mon père me dit, écoute, t'as toujours aimé l'histoire. J'ai un père historien qui était prof d'histoire géo et il me dit, bah, t'as toujours aimé, fais comme moi. Et puis j'ai dit, nah. Et puis, j'ai fait de l'histoire de l'art. Alors, c'est pas mal. L'histoire de l'art, il y a juste le mot histoire quand même, donc une noyauté qui est là. Il s'est passé, c'est que il y a quelques années, pas si longtemps que ça, à mon demi-siècle, j'ai un de mes amis qui m'a gentiment proposé de m'offrir mon arbre généalogique. Surprise! Quel beau cadeau! J'ai pas d'enfant. Mais je me suis rappelé que j'avais, que j'étais thérapeute et que j'étais aussi la thérapeute de la famille. Donc j'ai accepté son joli cadeau et j'ai regardé de plus près effectivement les prénoms, les dates, ça allait jusqu'à 1600. C'était quand même un beau cadeau que j'ai aussi, montré à mes parents. Et 2 mois après, je me suis retrouvée en vacances au soleil et puis les constellations familiales sont descendues en moi en me disant mais tiens, t'as encore des choses à travailler. Et donc quand je suis rentrée de vacances, j'ai fait des constellations individuelles, de groupe. J'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis formée et je me suis lancée et je vais vous en parler aussi là-dessus. Comment en fait le pouvoir du transgénérationnel se transmet? Déjà par l'inconscient. C'est-à-dire que les transmissions, les deuils, les événements, les non-dits, les secrets de famille conditionneraient en fait nos troubles psychologiques, nos choix d'études, nos maladies, ainsi que nos métiers, nos partenaires et aussi notre relation à l'argent. En fait, ces valises transgénérationnelles, donc automatiquement, elles se poursuivent de façon non consciente, donc inconsciente. Il faut savoir qu'un trauma peut se perpétuer donc par des actes, par des paroles, mais aussi par des actes manqués. Cela signifie qu'en fait, nous ne sommes pas maîtres de nos pensées, de nos actes, de nos comportements, de nos rêves et aussi de nos actes manqués. Ce que l'on ne veut pas oublier ou refouler, eh bien en fait, ne nous oublie pas. C'est le cas effectivement très fréquemment des viols et puis des incestes. Il faut savoir que les enfants héritent en fait des traumatismes non résolus de leurs parents, mais aussi de leurs ancêtres. Si les parents n'ont pas résolu des traumatismes, donc de façon émotionnelle, eh bien automatiquement, les enfants en héritent pour les transmuter et les régler, et pour automatiquement s'en occuper. C'est ce qu'on appelle aussi la loyauté familiale invisible. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'épigénétique. La transmission se fait donc par l'épigénétique. Ça signifie qu'en fait, en chacun de nous, nous portons des cellules de notre patrimoine transgénérationnel. Nous avons en fait quasiment 46 chromosomes de notre père et de notre mère, donc 23, 24 chromosomes de chacun. Cette transmission épigénétique se fait dès la fécondation et elle est unique en chacun de nous. Mais elle peut se modifier, en fin de compte, par l'environnement de nos parents au moment de la conception et de la fécondation, mais aussi par leur comportement, c'est-à-dire que l'alcoolisme, le tabagisme, l'alimentation, le stress, la dépression contribuent effectivement à modifier l'épigénétique. Par exemple, une femme qui est enceinte,
eh bien, qui est dépressive à ce moment-là, l'enfant risque effectivement, elle modifie son épigénétique et l'enfant risque d'être lui-même dépressif. Et d'ailleurs, c'est ce que les médecins appellent une dépression chronique, qui est héréditaire. Je vais vous donner aussi un autre exemple, qui est une famine en Hollande en 1948. Et les enfants nés de ces femmes qui ont vécu cette famine, eh bien ensuite ont été soit diabétiques, soit obèses, ou soit effectivement ont eu des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, même effectivement au niveau des événements, eh bien ça se perpétue. Alors qu'est-ce qui peut rendre malade un système ou une personne? Donc je dis le système familial. La première chose, ce sont ce qu'on appelle les exclusions. Les exclusions, c'est-à-dire quand on exclut une langue, un pays, une religion, des dons artistiques ou même intellectuels, des personnes, des frères et sœurs, ou voire aussi donc des enfants. Tout ce qui est exclu est appelé à être 2 ou 3 générations réinclus. Alors, comment reconnaître l'exclusion dans une famille? Déjà, par l'inceste aussi, par les naissances illégitimes, par les adultères, les suicides, les meurtres, les condamnations en justice, puisque là, il y a aussi exclusion de la personne, et aussi donc par l'alcoolisme. Automatiquement, les reconnaissances, la façon de résoudre une exclusion, c'est effectivement de réintégrer la personne de façon parfois aussi symbolique. Sinon, ça risque effectivement de continuer d'errer en fait dans la famille, dans le système familial, comme un fantôme et comme une grosse perturbation. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les malédictions. Les malédictions, c'est mal dire d'une personne au sein de la famille. La malédiction, il y a aussi le mot maladie. Donc en fait, c'est maudire, c'est mal dire une personne au sein de la famille. Exemple, c'est de ta faute si je me suis mariée avec ton père. Si tu n'étais pas né, j'aurais réussi ma carrière. Si ton père est parti, c'est à cause de toi. Tu es bien comme ton oncle, tu finiras comme lui à l'asile. Et puis d'abord, tu n'es pas un enfant désiré, tu es un accident. J'aurais préféré que ce soit toi qui meurs lors d'un accident où un enfant est mort. De même, quand des parents se séparent, parfois il y a la guerre entre eux. Et en fait, l'un ou l'autre maudit l'autre. Et ce qui fait qu'il en parle à son enfant en disant « Ah là là, l'autre là, qu'est-ce qu'il est bête ?» Et il se passe, c'est que cet enfant, il est uni des deux. Et donc, ça veut dire que 50% est maudit par l'un des parents. Donc, effectivement, ça apporte aussi un mal-être. Donc, il est important, en effet, aussi de bien dire de son ex-conjoint. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la bénédiction. Bénédiction, c'est l'opposé de malédiction, c'est-à-dire que nous remettons, en fin de compte, on reparle en bien de la personne. Et là, on remet de l'équilibre. Le troisième point, qui donc amène effectivement du transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle des équilibres des échanges. C'est-à-dire, c'est faire travailler des personnes sans les payer, en les exploitant, c'est tenir sa fortune d'un trafic d'esclaves, profiter d'une spoliation, ça c'est des cas que je retrouve très régulièrement, ou bien l'aîné qui se sacrifie pour élever ses frères et sœurs. C'est lors d'un héritage, un des enfants est privilégié au détriment des autres. Nous avons eu là le cas de la famille Delon, où effectivement Alain Delon a démontré sa préférence et a donné son héritage à 50% à sa fille Anouchka. L'un est honoré, l'autre déshonoré. Ou bien dans un couple, l'un travaille, l'autre pas. Ou bien ce qu'il fait ou il fait à la maison n'est pas reconnu comme valable. Ou bien dans un couple, l'un a beaucoup de titres universitaires et l'autre en a aucun. Donc la quête, c'est de remettre de l'équilibre. Le quatrième point, c'est ce qu'on appelle les intrications. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand une personne s'identifie à une autre personne, un de ses ancêtres, qui peut être une victime, qui peut être un bourreau, qui peut être un enfant mort, son frère mort, une fausse couche, qui peut être aussi un disparu, un accidenté. Automatiquement, cette personne va se comporter inconsciemment, toujours, de la façon que la personne aurait vécu. Donc, automatiquement, la personne peut porter l'exclusion en elle, la malédiction, un déshonneur ou bien une non-reconnaissance.
et ce qui peut constituer des personnalités multiples. On les retrouve dans les schizophrènes, parce qu'un schizophrène, eh bien, il porte en lui voire plusieurs meurtriers au niveau du transgénérationnel. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les maniaco-dépressifs aussi. Eh bien, là, généralement, les personnes sont intriquées avec des victimes et aussi des meurtriers au sein de la famille. Et ensuite, en troisième point, il y a ce qu'on appelle les mélancoliques. Et les mélancoliques, en fait, ils sont intriqués avec des personnes qui sont décédées au sein de la famille, comme des enfants morts-nés, ou comme effectivement des personnes qui sont mortes de façon très traumatisante, comme bombardées. Donc, ensuite, le cinquième point, c'est le non-respect des 7 lois de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes tous en lien avec les lois universelles. Par exemple, une personne qui tombe, qui se suicide du 8e étage, elle n'est pas punie, mais elle subit la loi de la pesanteur. Vous connaissez, je suppose, la loi aussi de cause à effet. C'est-à-dire que nous sommes maîtres des conséquences de nos actes et de nos comportements. Je vais vous dire comment dire un petit exemple aussi. Si quelqu'un, tue une personne de façon accidentelle, donc non responsable, automatiquement, elle lie sa famille avec l'autre famille accidentée. Un lien de destin s'installe entre ces deux familles et donc automatiquement, la personne est redevable et donc doit effectivement réparer ce qui s'est passé pour qu'effectivement ça ne se perpétue pas dans les générations d'après. En 6e point, c'est ce qu'on appelle les désordres aussi, qui perturbent donc le transgénérationnel. C'est-à-dire, il faut savoir que chaque personne dans une famille doit être à sa place. Les aînés sont avant les plus nés. L'homme, et généralement même dans les arbres généalogiques, est à la droite de la femme. Dans un lit aussi, il est préférable que l'homme soit à la droite de la femme. De même, ce qu'on appelle aussi la parentalisation, c'est quand un enfant devient le parent de son propre parent. Il y a déséquilibre. Par exemple aussi, les parents ont divorcé et la fille donc aînée se croit obligée de tenir la place de son père. Et bien là, on rentre dans des cas où la femme, cette jeune femme, il y a des risques d'homosexualité puisqu'effectivement, elle prend la place de son père. De même, inversement, si c'est un homme qui donc prend la place de sa mère donc, en tant qu'aîné, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, cette femme deviendra, la femme de son propre père. Un premier couple qui décide d'avorter et se sépare, automatiquement, le deuxième couple naissent 3 enfants. Le troisième croit devoir inconsciemment, prendre la place du premier, parce que je vais vous dire après, il y a des places et il y a des liens qui se font entre les enfants. Et donc, ce troisième enfant est en lien avec ce premier donc, qui a été avorté, il va être intriqué avec cet avortement, et donc il jouera au gothique. Il va s'automutiler, il va se positionner en victime, s'identifier aussi à ceux qui ont tué son demi-frère. Et donc, automatiquement, il peut se comporter de façon, violente. Il peut devenir un casseur et même, lui-même, à son tour, un tueur. Donc, automatiquement, la solution, c'est de remettre de l'équilibre, effectivement, et de l'ordre au sein de la famille, qui soulage les tensions et guérit automatiquement les pathologies. En 7e point, nous avons ce qu'on appelle les perturbations de l'attachement. C'est-à-dire une maman ne voit pas son enfant. En fait, elle voit dans son enfant son frère ou sa sœur qui est décédé. Donc, automatiquement, le lien ne peut pas se faire avec son propre enfant. De même, un bébé ressent que chez sa maman, la perte de l'enfant d'avant. Et ce qui fait qu'automatiquement, il va être relié avec cet enfant et le lien ne va pas être non plus être fait avec sa mère parce qu'il sentira qu'il est un enfant de restitution. De même, une jeune femme est restée accrochée à un frère, un père et un oncle, et puis dans son conjoint, elle ne verra pas son mari, elle verra son oncle ou son père ou son frère. Une femme qui ne s'est jamais remise de la perte de son enfant, de son mari, pendant la guerre de 14-18, 4 générations après, sa petite fille, à chaque fois qu'elle rencontrera quelqu'un, elle arrêtera la relation
comme si elle le renvoyait dans un ailleurs, et en fin de compte pour le renvoyer à son arrière-grand-mère. En 8e point, dans les troubles de, de pouvoir de transgénérationnel, on appelle aussi les paradigmes désastreux. C'est un mode de pensée qui est toujours effectivement négatif, où la personne se positionne en victime. C'est-à-dire qu'on est victime de nos pensées. Exemple, puisque mon passé a été terrible, mon présent ne peut être que mauvais et mon avenir encore pire. Difficulté à accueillir sa vie comme un bonheur. Et de même, les personnes qui croient que le mal que l'on en détermine, en fait, les personnes se posent en victime. Et donc, automatiquement, elles caractérisent que ce qui leur arrive, c'est toujours de la faute des autres. En 9e point, de même, toujours au niveau du transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle les non-dits, qui amènent aussi des perturbations au sein de la famille. Les non-dits, ce sont des formules donc, qui sont implicitement non dites. Donc des choses qu'ils considèrent qui ne sont pas dites, mais en même temps, les non-dits peuvent devenir des secrets. Surtout, effectivement, si c'est douloureux et qu'il y a de la douleur et du malheur. Les non-dits amènent automatiquement un obstacle dans les relations automatiquement saines et authentiques entre les personnes. Et donc peuvent générer du stress au niveau du transgénérationnel, de l'angoisse, des ressentiments et voire même des conflits en interne. En 10e point, je vais appeler donc tout ce qui est les secrets de famille. Les secrets de famille, eh bien, il y a les premiers, ce qu'on appelle les doux. Donc, ce sont les normaux, qui sont automatiquement, par exemple, voilà, je fais une surprise d'anniversaire à une personne, ça peut être un cadeau de Noël. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qu'on appelle les secrets essentiels. Donc, par exemple, c'est le livre intime qu'on écrit, c'est quand une personne de notre famille nous dit un secret et qu'effectivement, là, c'est important effectivement de le garder. Ensuite, il y a le troisième, ce qu'on appelle les secrets qui deviennent toxiques. Ça peut être par exemple un adultère, un enfant illégitime, ça peut être une faillite qui est cachée, une personne qui a perdu son emploi et qui ne le dit pas du tout à sa famille. Donc là, on est effectivement dans tout ce qui est secret toxique. Et après, nous avons ce qu'on appelle les secrets dangereux, qui touchent effectivement à l'intégrité d'une personne. Et là, on retrouve les incestes, les viols et les meurtres. Donc vous comprenez bien que là, dans les secrets de famille, ce qui nous intéresse dans le pouvoir du transgénérationnel, ce sont les deux derniers, le toxique et les dangereux. Automatiquement, ceux-là, quand ils sont vécus, eh bien, il y a beaucoup de douleur. Il y a comme une sorte de malheur qui porte. Il y a de la culpabilité. Et automatiquement, les personnes vont mettre, au sein de la famille, vont mettre tout en œuvre pour cacher ce secret. Parce qu'automatiquement, ça touche l'honneur de la famille. Et il y a de la honte derrière. C'est beaucoup le cas dans le cas des viols, où parfois l'enfant, elle dit à sa mère ou à son père, et en fait, ils ne veulent pas le verbaliser, ils le cachent pour garder l'honneur de la famille. Exemple, une femme tombe enceinte d'un homme marié qui l'abandonne à son annonce. Elle accouche, mais elle décède durant son accouchement. Les grands-parents donc, prennent l'enfant, mais qui est un enfant donc, qui est né, qui a été conçu par un adultère, mais en plus de ça, qui a causé la mort de leur fille. Donc, ils le mettent, en famille et ils ne veulent pas s'en occuper. Cet enfant, déjà, il ne sera pas reconnu par son père. Il aura tué sa mère. Mais plus, ses grands-parents n'en veulent pas. Les conséquences sont désastreuses pour lui, parce qu'en fin de compte, il est là, il va haïr toute cette famille qui vient de ses ancêtres, enfin ce sont ses ancêtres même, mais en même temps, il aura de la haine envers eux. S'ils étaient une famille bourgeoise ou noble, il va haïr automatiquement les familles, et si lui-même a des enfants, eh bien ça va se poursuivre de génération en génération. Il y a aussi, Jack Nicholson, notre cher acteur, qui à 37 ans, lors d'un interview au Times, apprend qu'en fin de compte, sa mère était celle qui pensait être sa sœur, et que en fait, sa grand-mère qui pensait être sa mère, eh bien, était sa grand-mère. Donc l'impact du secret de famille, automatiquement, ça amène de la colère, de l'anxiété, aussi des phobies chez ses descendants. La première génération, elle est entre l'hésitation de soit de le cacher, soit effectivement de le verbaliser. Donc il y a un tiraillement à l'intérieur d'eux-mêmes. La deuxième génération, donc le secret devient inconnu.
Et ensuite, les descendants sont là, il y a quelque chose, ils ressentent une sorte de gêne, quelque chose qu'on ne leur a pas dit. Et puis les troubles psychologiques commencent à apparaître. Et la troisième génération, eh bien, le secret devient totalement toxique, il est totalement oublié. Et à ce moment-là, on voit dans la descendance des cas de toxicomanie, d'angoisse, de pensées suicidaires. En gros, ce qui nous échappe, en fait, perdure. Un métier révélateur, qui n'est plus à de nom, c'était secrétaire. Et ma mère était secrétaire de direction. Ensuite, en 14e point, il y a la honte. Par exemple, un homme amène la faillite dans sa famille alors qu'il avait une société familiale qui prospérait de génération en génération. Automatiquement, il y a de la honte, de la culpabilité qu'il ressent. Et il y aura même peut-être un ressentiment d'exclusion où on va automatiquement s'auto-exclure. Les conséquences chez les descendants, c'est qu'il y aura la peur de créer leur propre entreprise. L'évocation de la honte, elle se manifeste par la difficulté de s'exprimer, par un décalage aussi parfois entre son propre âge et la réalité, et un sentiment de malédiction, de fatalisme, où on dira souvent « on » ou « c'est comme ça ». Autre point, c'est ce qu'on appelle la crypte du fantôme. La crypte du fantôme, c'est quand une personne vit un événement extrêmement traumatisant, donc viol, inceste, meurtre, acte inavouable, et qui passe en mode déni. Ça arrive très régulièrement. Automatiquement, la personne va renfermer ce secret à l'intérieur d'elle-même. Et donc, elle va créer ce qu'on appelle une crypte, qui cache ce qu'elle peut dire. Automatiquement, les descendants hériteront ce fantôme de cette crypte. Exemple, une jeune femme n'arrive pas à trouver un homme bienveillant, et en fait, sa grand-mère fut violée par le frère de son futur époux. Elle est tombée enceinte suite à ce viol. Elle en parle à son futur époux, donc elle accouche entre-temps, et donc son futur époux, bien sûr furieux, prend l'enfant, le secoue. 6 mois après, l'enfant décède. Donc là, on est effectivement où la mère, elle le vit avec tout ce qui a les conséquences et tout ça, et la petite fille de génération sur 3 générations n'arrive pas à trouver un conjoint. Et donc remet cet enfant dans l'arbre généalogique, au niveau symbole aussi, le réintègre. Et en fait, elle s'est aperçue aussi que ses deux parrains s'appelaient Dominique, qui était le prénom qui avait été choisi pour cet enfant. Et donc automatiquement, grâce à ça, ça a pu libérer et permettre à cette femme de rencontrer quelqu'un. On a aussi ce qu'on appelle le gisant. En fait, nous sommes tous les gisants, nos ancêtres, qui sont décédés dans des conditions, traumatisantes, voire violentes, où le processus de deuil n'a pas été fait. Des guerres, généralement aussi, ou pareil, un enfant accidenté. Et il faut savoir qu'il y a il y a des phases de deuil, et parfois des personnes qui sont endeuillées n'arrivent pas du tout à faire le deuil de la personne qu'elles aimaient. Donc, automatiquement, il y a une intrication qui s'installe avec ces gisants. Et automatiquement, ça va être parler sans hausser le ton, de peur de réveiller quelqu'un, basculer de la tristesse à la joie, l'impression d'être double, pleurer sans avoir de raison réelle, passer beaucoup de temps allongé, peu de motivation, la peur de mourir. Et on utilise souvent le terme « on » en parlant de soi. Et il y a aussi tout ce qui est tenue vestimentaire, s'habiller toujours en noir. On le retrouve aussi donc parfois dans les gisants, dans les prénoms. Par exemple, Salvador Dali, il portait en fait le même prénom que son frère, qui était décédé 2 jours avant sa conception. Vincent Van Gogh porte le même prénom aussi que son frère, qui est décédé 1 an avant lui. Et il faut savoir que sa mère l'amenait tous les dimanches sur la tombe de son frère. Donc il voyait son prénom et son nom, Vincent Van Gogh, sur la tombe. Alors, comment rit-on de nos ancêtres? Il faut savoir que généralement, nous sautons plus une génération. C'est-à-dire que nous héritons plus de nos grands-parents que nos parents directs. C'est-à-dire que nos grands-parents, quand ils vivent un traumatisme, nos propres parents, ils le psychologisent. Et nous, en fait, on le somatise.
c'est-à-dire qu'automatiquement, somatiser, ça va être dans le corps. Et donc, on va avoir plus de troubles au niveau des maladies ou des troubles psychologiques. Chaque génération a son travail de thérapie. Et effectivement, si nous ne le faisons pas, eh bien, automatiquement, la génération, le transgénérationnel, ça devient de plus en plus grave au niveau des maladies, au niveau des symptômes. Il faut savoir que nous sommes aussi les thérapeutes de nos propres parents. Il y a une place aussi, donc en fait l'aîné est toujours en lien, en fait, c'est ce qu'on appelle la structure, ce sont les fondations. Il est en lien beaucoup plus avec le père. Le deuxième, et comment dire, la particularité des murs, est en lien avec la mère. Et le troisième enfant, c'est le toit. Et donc c'est l'enfant du changement. Et s'il y a un quatrième enfant, le quatrième enfant, eh bien c'est comme le premier, il est en lien avec le père. Le cinquième est en lien avec la mère. Le sixième est en lien, est à nouveau un enfant du changement. Et donc, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, quand effectivement le premier enfant dans une famille de 4 est décédé suite à une fausse couche ou a été avorté, le quatrième enfant de la maman, eh bien, se sentira en lien avec le premier, qui n'est pas arrivé à terme. De même, on se marie plus, notre conjoint, la personne que l'on choisit n'est jamais par hasard. En fait, c'est qu'il y a un lien aussi entre les deux familles. C'est-à-dire que la famille de notre conjoint va être en effet miroir avec notre propre famille. Et cela, en fin de compte, pour régler certaines choses des deux familles. De même, alors, il est important aussi qu'on reste effectivement toujours dans un équilibre. C'est-à-dire qu'une personne pourra aussi avoir peur si elle doit effectivement passer des diplômes pour monter en hiérarchie, eh bien, elle risque de rater son diplôme. Parce qu'en fait, elle veut rester dans le même équilibre que sa famille, au niveau, niveau social et niveau d'études. Ce qui s'est d'ailleurs passé pour moi, puisque moi-même, en fait, mes parents voulaient qu'on soit tous égaux au niveau des études. Et je me suis battue, en fin de compte, pendant des années, à devenir thérapeute. Et il m'a fallu à l'âge de 46 ans, en fin de compte, pour devenir thérapeute. Alors que ma mère, je me souviens qu'après mes études, entourait les diplômes, entourait les annonces pour être secrétaire de direction comme elle. La loyauté. Et mon père qui ensuite me disait, faites l'histoire comme moi, c'est parce que ça te plaît. On est aussi, on est loyal aussi dans nos choix, de se marier avec une personne de même religion. Ça, on le retrouve aussi dans la religion juive, ou de même département, ou de même village. En fait, ce qui déroge à cette règle va amener donc trahison, ressentiment, culpabilité et même parfois exclusion de la personne qui n'est pas rentrée dans les règles de la famille. En gros, tant que l'équité reste et la justice reste dans une famille, l'équilibre est maintenu. Donc, comme vous avez bien compris, la transmission se fait donc de façon inconsciente et par l'épigénétique. Et automatiquement, ça met en avant ce qu'on appelle la loyauté familiale invisible. Mais à travers le clan. Le clan, qu'est-ce que c'est? Le clan, ce sont donc nos frères et sœurs, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos cousins. En fait, le clan, c'est plein de monde. Par exemple, sur 300 ans, c'est 11 générations, c'est plus de 4000 personnes qui sont derrière nous et dont on hérite leur vie et avec qui nous sommes en lien. Il faut savoir que les ancêtres, et honorer les ancêtres, c'est extrêmement important. Les chamans, moi je reviens du Népal il y a 2 mois, j'ai rencontré des chamans et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que chez eux, pour devenir chaman, il est important d'honorer les ancêtres et de prendre conscience qu'on est issu de beaucoup de monde et qu'effectivement, nous avons derrière beaucoup de monde qui nous soutiennent. Alors cette loyauté se fait automatiquement donc, par la loyauté familiale, elle s'installe dès notre naissance. Et en fait, c'est vraiment l'appartenance à la famille. C'est-à-dire qu'il est important qu'on respecte les règles que la famille a depuis des générations en génération. C'est se conformer donc aux attentes aussi, afin de confirmer en fait notre appartenance à ce clan. Si cette loyauté automatiquement, elle gouverne donc nos vies, nos choix, automatiquement, elle nous empêche ce qu'on appelle l'autonomie.
On retrouve donc aussi parfois tout ce qui est dans les prénoms aussi. Les prénoms ont une grande importance. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard si nos parents nous ont appelés avec nos prénoms. C'est-à-dire qu'il y a une attente, il y a un message qui est derrière. Même, vous voyez, quand j'ai fait mon arbre généalogique, j'ai trouvé des similitudes de prénoms et on n'a pas notre prénom par hasard. Par exemple, je vais vous donner Étienne est en lien avec Stéphane, Marianne c'est Marion, Hélène Claire Blanche va apporter de la joie et de la pureté au sein du clan, de la famille. Jules, c'est l'amoureux non officiel. Amandine, c'est l'amant qui dîne au sein du couple. Gaston, notre cher Gaston Lagaffe, montre des conflits dans les couples de génération en génération. René, René. Sylvie, si, il vit. Vincent, il y a le mot sang dedans, c'est-à-dire qu'automatiquement, dans le transgénérationnel et dans l'histoire familiale, il y a eu des enfants qui sont morts-nés. Carmen, Dolores, Marion, Muriel, ce sont des diminutifs de Marie. Donc, ce qui fait qu'on demande à la personne de la protection au sein du clan. Alors. La loyauté familiale se fait aussi par le maintien, comme je vous l'ai dit, de l'équilibre. L'équilibre, donc, sous des aspects d'appartenance, comme une adhésion, en fait, à un groupe. Quels que soient les événements, nous sommes liés les uns les autres. Une famille unie. Entre nous, on se dit tout. On doit se tenir les coudes. Chez nous, les hommes sont rois ou chez nous, les femmes ne travaillent pas. Il y a des règles qui sont bien là. Ça me rappelle une histoire d'une de mes clientes qui était venue, maintien de l'équilibre, qui était venue parce qu'elle voulait faire elle faisait de la course de voitures automobiles, de voitures anciennes, et c'était une jeune fille qui était donc toute menue et tout ça, et puis elle me disait, mais à chaque fois que j'ai la voiture, je la casse. Et donc on a travaillé ça là-dessus en hypnose et tout ça, et puis ensuite pour qu'elle reprenne le contrôle, et elle me dit, mais maintenant, en fait je la casse plus, mais il se passe c'est que je ne veux pas dépasser, les secondes de mon père et de mon frère. Et en fait, on a travaillé justement pour qu'elle puisse dépasser. Et en fait, elle n'osait pas, parce qu'effectivement, c'était une femme, et que c'était la petite dernière. Et donc, quand elle a dépassé son père et son frère, eh bien, le père a été intelligent parce qu'il lui a offert une voiture. Et justement, pour remettre de l'équilibre en disant, toi, voilà, maintenant, tu as ta voiture, et ça ne sera plus la voiture qu'on se partage à trois. Il se passe aussi, c'est qu'on est loyal par la répétition d'événements. C'est-à-dire que ce que je remarque beaucoup, c'est que parfois de transgénérationnel, beaucoup d'avortements, des fausses couches, des divorces qui se répètent. J'ai même une cliente qui est née en fait pendant la guerre, au début de la guerre d'Indochine, et sa propre mère, c'était la guerre du Vietnam. Vous voyez, pareil aussi. Des morts violentes, des meurtres, des divorces, des IVG, des faillites aussi. En fait, voilà, on est loyal dans ces événements. Il faut savoir que quand les événements réapparaissent, c'est que nous sommes capables, je dis bien que nous sommes capables de les transmuter et de les faire disparaître. En fait, c'est de les transmuter en mieux ou de dire les choses effectivement qui sont nécessaires. Et pareil, parfois ces événements, donc répétitifs, se répètent à des dates bien spécifiques. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. S'il y a une fidélité de nos ancêtres avec des dates d'événements précis, des mariages, des séparations, des maladies, des accidents, des décès, des naissances au premier enfant. J'ai eu le cas pareil de deux personnes, là, elles sont trois sœurs, et la première a eu l'endométriose à une date précise, et en fait sa sœur aînée l'a accompagnée sur cette maladie, et il s'est passé, c'est que l'aînée a déclaré à la même date d'anniversaire que la deuxième cette maladie identique. Elle était fidèle à sa sœur, elle l'a accompagnée. De même, moi, dans mon arbre généalogique, dans ce que j'ai vu aussi, mon grand-père maternel est parti en 48, a quitté sa femme en la laissant avec les 3 enfants, dont ma mère, pour vivre une autre vie avec une autre femme. Il gardait contact avec ses enfants en écrivant juste la carte postale de Joyeux Noël, et peut-être d'anniversaire. Et donc, les 3 enfants ont décidé de couper court avec leur père, qui leur trouvait qu'il ne servait à rien. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle l'exclusion. D'accord ? Donc, ma mère et son frère et sa sœur n'ont jamais revu donc leur père. Et dans l'arbre généalogique, de ce que j'ai remarqué, eh bien, en fait, mon grand-père paternel est décédé dans le même hôpital que mon grand-père maternel,
où ma mère allait voir donc son beau-père. Et il est décédé le 5 août, qui était la date de naissance de l'autre grand-père, de mon grand-père maternel. Et dans ma traduction, c'est qu'en fait, mon grand-père paternel honorait mon grand-père maternel, car grâce à lui, son fils s'était marié avec sa fille, et que grâce à lui, eh bien, la descendance se poursuivait. Donc vous voyez bien que même par des dates de décès, eh bien là, il y avait honoré, en fait, mon grand-père paternel réintégrait, en fin de compte, en décédant à sa date de naissance, mon autre grand-père dans l'arbre généalogique. On retrouve aussi parfois donc, les syndromes d'anniversaire dans des prénoms, par exemple le prénom Désiré, qui correspond au 8 mai, qui est en fait à la fête de la victoire de 1945. Le prénom Martin fait référence à l'armistice, donc au 11 novembre 1918. Donc automatiquement, la famille appuie par ses prénoms l'histoire de la famille et comment ils ont vécu ces dates. Nous avons aussi cette loyauté familiale par la dimension sociale, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, nous devons rester dans le même niveau social. Dans un même domaine similaire, moi, vous voyez, mes parents, ils voulaient qu'effectivement je fasse des longues études universitaires comme mon frère et ma sœur. C'était important que tous les trois, nous ayons cet équilibre d'études. Pareil, d'aller vers un même métier similaire, comme je l'ai dit, ma mère qui me poussait à faire le même métier qu'elle, secrétaire de direction, et mon père qui m'invite à faire les mêmes études que lui, donc de faire de l'histoire. De même, un noble se marie avec une noble, un prince qui se marie avec une roturière, eh bien, automatiquement, amène un déséquilibre. Quand il y a des équilibres, ça amène de la culpabilité et puis automatiquement de la déloyauté. Pareil, gagner plus d'argent par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, eh bien, peut apporter un conflit au niveau du transgénérationnel. Quand une personne vient me voir, je demande toujours quelles sont ses origines, car les origines sont aussi importantes, l'histoire de la famille, de quel pays les personnes sont originaires, puisque nous héritons aussi de l'histoire d'un autre pays, du pays d'où on vient. Donc effectivement, j'avais répertorié, en France, nous on a connu les différentes guerres, la franco-prussienne, la Commune de Paris, la guerre de 14-18, l'épidémie espagnole, la guerre de 39-45, il y a eu, la guerre d'Indochine, du Vietnam, d'Algérie, moi, mon père, et puis nous avons eu le Covid également, et là qui a été effectivement un phénomène mondial. En fait, tous ces événements ont un impact aussi au niveau du transgénérationnel. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les guerres, tous ces hommes, ils sont revenus traumatisés, ils ont vu des choses atroces, ils ont vu des compagnons, des amis mourir sur leurs yeux, et ils reviennent en fait avec beaucoup de colère, des envies de suicide, ils deviennent alcooliques et ils deviennent violents, et automatiquement, les enfants aussi en héritent. Les femmes qui ont vécu pendant ces guerres ont été parfois violées, sont tombées enceintes d'enfants donc de relations non consenties, parfois sont même tombées amoureuses d'hommes donc de l'adversaire, et là elles ont été accusées par la famille de Gestapo, et tout ça automatiquement les enfants en héritent. Je vais vous parler un petit peu aussi de du Covid, qui a été quand même un événement mondial, et sur quoi ça appuyait. Donc moi je parlais plutôt de la France. Donc la période qui a été du 17 mars au 10 mai, et notre président nous a répété quand même 6 fois que nous sommes en guerre. Automatiquement, en disant cette phrase, il appuyait sur nous tous, sur nos ancêtres et ce qu'ils ont vécu. Et donc nous avons cette mémoire à l'intérieur de nous. On s'est retrouvés parfois de la façon que nous avons été logés durant cette période-là. Il y a des personnes qui ont été, dans des espaces très agréables, parfois même avec des piscines, et d'autres qui se sont retrouvés dans des petits logements. Et bien automatiquement, ça fait référence à ce que nos ancêtres, comment ils ont vécu aussi ces événements. Si effectivement c'était dans des caves, parfois dans des greniers, automatiquement, en fait, on appuie avec un de nos ancêtres. Si on se sent prisonnier ou libre. Il y a eu les attestations de déplacement, et bien pareil, pendant la guerre, et bien c'était laissez-passer qui était nécessaire aussi à l'époque. Le couvre-feu de début octobre 2020, eh bien je me souviens quand j'avais été voir mes parents juste avant, et puis ma mère, elle me dit « Oh, nous on a connu ça, c'est rien ». Eh bien c'était de minuit à 6h du matin. Et pareil, j'ai fait une conférence à Saint-Malo, et une dame de 75 ans qui est venue me voir, qui m'a dit nous à Saint-Malo, c'était de 10h à 6h du matin, puis moi je l'ai bien vécu. Vous voyez, ça appuie sur la mémoire. Il y a eu des interdictions d'être présents à l'élimination de nos proches.
eh bien c'est pareil, ça appuie sur pendant ces guerres où des parents n'ont pas pu voir leurs enfants, faire les enterrer. Et tout ce processus d'enterrement ou voir le corps décédé, eh bien ça fait le processus, ça permet le processus de deuil. Il y a eu des délations aussi. Vous savez, d'une soirée où on était, on ne devait pas dépasser de 6 à 10 personnes. Pareil, s'il y a eu des délations, automatiquement, il y a eu des délations aussi dans le transgénérationnel qui s'est fait. Le port du masque fait référence à l'étouffement également d'un ancêtre qui a été soit gazé ou soit qui est décédé effectivement dans une tranchée. Le terme aussi vacciné, non vacciné fait référence à rien et juif. Le pass sanitaire fait référence au Heimpass qui était imposé aux Allemands durant la période nazie ou à Hitler pour prouver qu'on était du sang arien. Donc vous voyez, cette période ramène en fin de compte à l'histoire de nos ancêtres. Et de la façon que nous l'avons vécu, automatiquement fait aussi référence à ce que nos ancêtres ont vécu. Je vais donc parler maintenant comment effectivement solutionner le transgénérationnel que nous avons. Il y a effectivement l'arbre psychogénéalogique qu'on m'a offert, donc avec les dates des naissances, les prénoms et les noms, qui vous permettent déjà d'avoir des informations aussi qui sont présentes. Et comme je vous l'ai raconté, moi, avec mon histoire familiale aussi, avec des prénoms qui réapparaissent 5 générations après, c'est que c'est pas innocent. Des dates de naissance, déjà d'un seul coup qui réapparaissent, c'est pas innocent, c'est qu'effectivement, il y a une imbrication avec un grand-parent ou une grande sœur ou une grande-oncle, une grande-tante. Et ce qu'on appelle aussi le génogramme. Le génogramme est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est une recherche pour chaque personne de son histoire, de ses maladies, de ses dates de mariage, de ses dates de séparation, du nombre d'enfants. En fait, c'est l'histoire de chaque ancêtre. Et c'est ce qu'on appelle le génogramme. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est la pratique des constellations familiales. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu le film, la série Le Chemin de l'Olivier sur Netflix? C'est bien, vous commencez à être nombreux. Je vous invite pour le reste des personnes à regarder Le Chemin de l'Olivier sur Netflix, qui parle des constellations familiales. Et bien en fait, c'est une pratique qui est ancestrale et qui existe depuis un peu de l'Antiquité. Une personne, quand elle avait un problème, on la mettait sur la place publique et on prenait toutes les personnes qui étaient autour. Et les personnes, on rentrait dans une sorte de jeu de rôle. Et automatiquement, les personnes incarnaient inconsciemment la personne qu'elles représentaient. Et là, appuyer sur ce qu'on appelle le champ qui sait tout. Et d'un seul coup, on voyait le système inconscient de la personne qui était devant nous et qui bougeait. Et c'est ce qui se passe. Parce que c'est comme lorsqu'on demande à un enfant de faire un dessin, eh bien l'enfant va dessiner son traumatisme de façon inconsciente. Et les constellations familiales, eh bien c'est pareil, ça peut se faire donc en individuel ou en groupe, mais les personnes sont en rond. Et on prend une personne qui va représenter le père et la mère, on va les placer et elles vont exprimer ce qu'elles ressentent. Et là, la personne, en fait, elle canalise ce chant, puisqu'il faut savoir qu'on est tous connectés les uns les autres. C'est assez bluffant. Et donc, elle ressent vraiment quelque chose qui se passe et elle canalise, en fait, une nouvelle énergie. Et donc, le but, c'est effectivement de bouger. Les constellations familiales, en fait, donc, elles datent depuis... comme je l'ai dit, l'Antiquité, on les retrouve dans les tribus indigènes. Et ça a été repris par Bert Hellinger, qui était un Allemand dans les années 90, qui était psychanalyste et qui est parti quasiment 16 ans en fait, en Afrique du Sud et qui s'est aperçu de l'importance des ancêtres chez les Zoulous. Et il a appris chez eux tout ce qui était rituel, justement honorer les ancêtres, bénir les ancêtres, quels que soient les événements qui leur sont arrivés. Et donc, il est revenu avec ce terme constellation familiale. Pourquoi constellation familiale? Les constellations, ça fait penser à l'univers. C'est qu'effectivement, eh bien, dans l'univers, il y a des étoiles. Et que s'il y a une étoile qu'on enlève, eh bien, c'est un désastre. Eh bien, il se passe la même chose dans une famille. Quand une personne de la famille n'est pas à sa place ou est exclue, eh bien, c'est un désastre. Alors, les constellations familiales, le but, c'est effectivement de soulager le système familial, communautaire, mais aussi des aliénations et en fait des ruptures de liens qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est de remettre de l'ordre
et de recomprendre en fin de compte avec qui on est imbriqué et voir aussi remettre à jour les secrets de famille ou de stopper quelque chose qui est là. Par exemple, je vois beaucoup tout ce qui est viol qui se répète de génération en génération et où j'invite vraiment à la personne de verbaliser et d'aller voir même plus loin dans son processus pour en fin de compte stopper et réparer tout ce que la lignée, tout ce que les femmes ont vécu ou tout ce que la lignée a vécu dans le passé. C'est-à-dire que si on en hérite, c'est que nous sommes capables d'arrêter. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est en individuel ou en groupe. Alors, comment ça se passe en fait quand c'est en groupe? On appelle, il y a différents termes. Ça s'appelle, donc pour ma part, c'est le facilitateur. On appelle le constellant la personne qui va faire sa constellation. D'accord? Ensuite, il y a des personnes qu'on va utiliser et qu'on appelle représentants. Et donc, en fait, ces personnes, ces représentants vont se placer de façon inconsciente dans le rond, dans un cercle, et donc vont exprimer l'inconscient de la personne. Et petit à petit, moi, je vais donc faire déplacer les personnes pour qu'automatiquement réharmoniser en fait le système. C'est toutes les problématiques qu'on peut régler, c'est trouver sa place dans sa famille, désamorcer des conflits pro ou personnels, puisque ce qui se passe dans votre vie professionnelle n'est que le reflet de ce qui se passe dans votre vie personnelle, dans votre famille. C'est arrêter de reproduire des schémas aussi qui sont répétitifs. Et c'est dénouer des blocages émotionnels, faire disparaître des symptômes aussi de maladie, puisque comme je l'ai dit, la maladie, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on a hérité. Et puis débloquer des relations amoureuses, faire le deuil aussi parfois de son jumeau qui est décédé. Enfin, vous voyez, il y a plein de solutions en fait pour les constellations familiales. Si ça vous intéresse, je fais un atelier découverte à 17h dans la salle qui est tout debout, salle pratique, pour expérimenter et voir comment ça se passe. Ensuite, j'anime effectivement des ateliers donc de constellation familiale quasiment, d'ailleurs tous les mois, une fois par mois, Paris 9e. Et comment ça se passe, je vous ai dit, ça peut être en groupe ou bien ça peut être en individuel. Et là, j'utilise en fait des figurines. Vous allez me faire rire parce que vous allez me dire « Ah, mais c'est des figurines avec qui, enfin, avec quoi je jouais quand j'étais petite ?» Mais en même temps, vous placez les figurines et ça dit énormément de choses. C'est votre inconscient qui s'exprime. Et le but, c'est de dénouer, de libérer. Il y a des rituels, il y a effectivement par la parole, parce qu'en fait, la parole délie et libère. Et donc, en fait, maintenant, je vais vous inviter, parce qu'on va arrêter, mais quand vous avez un souci, quand vous avez vécu un traumatisme, j'invite les gens absolument à aller voir quelqu'un pour libérer les émotions qui sont associées à ce traumatisme. Parce qu'en fait, il se passe que ce sont les émotions qui se perpétuent de génération en génération. Les émotions que nous vivons lors d'un traumatisme se stoppent sur le champ énergétique. Et donc ensuite, automatiquement, nous allons attirer les personnes et les situations en résonance avec ces émotions. Et donc, nous créons ce qu'on appelle une répétition de schéma. Donc, dans notre vie, parfois des viols qui sont répétés, parfois effectivement un type d'homme répété, ou par exemple des licenciements répétés, et ensuite, se poursuit au niveau du transgénérationnel. Donc, il est important, effectivement, de traiter tous les traumatismes que nous vivons. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, venez me voir au I23 et merci encore. Bonne journée.